Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Faux Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'une émission qui dure quand même 48 minutes peut réaliser l'exploit, alors qu'il y a quand même 3 intervenants au total, de nous mettre en désaccord sur l'intégralité de leurs propos, du début jusqu'à la fin? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir si on peut mettre ça en 1,75 parce que 48 minutes à commenter c'est assez long. C'est une émission qui a été diffusée sur Radio Notre-Dame, qui a été diffusée le 15 décembre 2023 dans un contexte où l'IVG est attaqué de toutes parts, dont le titre est « En quête de sens ». Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution? On est dans une période où, comme je disais, l'IVG est attaqué de partout. On va revenir sur pas mal de faits pendant cette émission. On va en reparler ensemble pendant l'émission. En attendant, écoutez, moi je vous propose qu'on écoute et qu'on voit s'il est possible de nous mettre en désaccord sur l'intégralité d'une émission. On y va. En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. C'est finalement la liberté garantie aux femmes de recourir à l'avortement qui figurera dans la loi fondamentale plutôt que le droit à l'IVG. Ce texte, présenté le 24 janvier à l'Assemblée nationale, devra recueillir les voix des 3/5 des parlementaires. D'un autre côté, il y a le pape François qui, voici, rappelez-vous qu'il y a quelques semaines en visite à Marseille, évoquait les personnes qui, en raison de leur situation financière, renonçaient à faire naître des créatures nouvelles. Le souverain pontife parlant même de ces enfants pas nés refusés au nom d'un faux droit au progrès qui est en fait, disait-il, une régression. Alors tout simplement, voilà la question que je vous propose de nous poser tous ensemble cet après-midi. Quel impact aura l'inscription de l'IVG dans la Constitution? Eh bien voilà la question que je vais poser à nos 2 invités du jour, qui sont Blanche Treb. Bonjour Blanche. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes presque une experte en la matière, vous qui êtes essayiste, pharmacien, directrice de la formation d'Alliance Vita, vous êtes chroniqueuse régulière chez Aletheia et sur RCF, et vous êtes également l'auteur de Grâce à l'émerveillement chez Salvateur, et chez Salvatore, décidément, ce mélange du mal avec les noms des éditions. Quel très beau CV. Ça va un peu rapidement, je vous l'accorde, on va se mettre en 1,25. Blanche Treb, directrice de la formation à Alliance Vita. Alliance Vita, c'est la démonstration même qu'il ne faut pas confier les questions de société aux mains des religieux en France. Alliance Vita s'oppose à peu près à tous les droits fondamentaux qui pourraient être qualifiés de progressistes. Elle s'oppose bien évidemment à l'accessibilité à l'IVG. Elle pourrait être rendue coupable de délit d'entrave à l'IVG à bien des raisons. Il y avait déjà eu une émission sur France Inter, là, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu moins d'1 an. Évidemment, en ce moment, ils sont en panique sur la fin de vie. Ce sont des organisations catholiques. Voilà donc la première invitée avec Marie-Ange de Montesquieu, ça ne s'invente pas. Et donc, c'est la première invitée, Blanche Treb. Et puis, il va y avoir un deuxième invité qui va vous plaire également. Des maisons d'édition et éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel. Et nous sommes également en compagnie de Nicolas Bauer. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Ange. Alors vous êtes juriste, vous faites partie du Centre européen pour le droit et la justice, le CLJ. Voilà une ONG chrétienne qui est basée à Strasbourg, censée agir auprès des institutions internationales, notamment sur ces questions de l'avortement. Vous êtes également intervenu, d'ailleurs on peut le dire, en ce début d'émission, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et vous organisez régulièrement des conférences sur ce sujet et vous êtes notamment exprimé, je crois, récemment. Alors vous, je ne sais pas si vous personnellement... Il est aussi intervenu au Parlement européen et au Sénat français, ce jeune homme. Donc voilà, voilà le plateau. Du coup, vous avez un juriste, vous avez une femme pharmacienne qui est directrice de la formation Alliance Vita. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer quand on leur demande de s'exprimer pendant 45 minutes sur l'IVG? On va rentrer dans le vif du sujet, il va y avoir un petit édito rapide qui est catastrophique, et puis on va rentrer dans le vif du sujet ensuite. On va beaucoup débunker dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses assez dangereuses qui sont prononcées, des contre-vérités, donc il va falloir qu'on se retrousse un peu les manches. Mais en tout cas au Parlement européen et au Sénat, et il y a du boulot. Nicolas Bauer, vous parlez de quoi quand vous intervenez? Vous intervenez sur le plan juridique, éthique, les deux? Alors nous, effectivement, on est juriste, donc on intervient d'abord sur le plan juridique, mais nos interventions ne sont jamais déconnectées de la réalité de l'IVG. Et donc sur cette question de l'IVG dans la Constitution, c'est sûr qu'il y a d'abord des arguments juridiques qui peuvent être entendus de tous. J'invite notamment les auditeurs, mais même qui ne seraient pas juristes, à lire la Constitution française et à voir comment elle est organisée. Comment elle est découpée, son contenu. Ouais. Et ils verront qu'en fait, la Constitution organise les institutions. Donc vous avez un titre par institution, vous avez le rôle du président de la République, le gouvernement, le Parlement, l'autorité judiciaire, les liens entre le gouvernement et le Parlement. Il n'y a aucune place en fait pour l'IVG dans la Constitution. Elle n'est pas du tout organisée comme ça. Et les parlementaires et le gouvernement ont bien eu du mal à trouver une place. Et donc il y a eu beaucoup de débats. Au départ... On va revenir là-dessus, parce que pour le coup, moi j'ai pas mal suivi
toutes ces questions. En fait, non, il n'y a eu aucune difficulté pour le faire entrer dans la Constitution. En fait, il y a eu pas mal de débats sur les termes à utiliser. S'il fallait utiliser liberté de conscience, liberté d'accès à l'IVG, etc., liberté de disposer de son corps. Il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont ça s'intégrait dans la Constitution. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez des mots dans une Constitution, ce serait quand même plutôt bienvenu, on va dire, de choisir la bonne formulation. Pour que ce qu'il y a dans la Constitution ne soit pas caduque et puisse être utilisé par des femmes en France pour pouvoir dire, écoutez, il est écrit dans notre Constitution que nous avons un accès libre à l'IVG et donc il n'est pas possible de nous restreindre cet accès-là. Donc elle était plutôt là la question. Mais il n'y a jamais eu de débat autour de comment on constitutionnalise ce genre de droit, parce qu'il y a des droits assez similaires qui sont constitutionnalisés par la Constitution française. Ça devait être dans l'article 1, l'article 1 qui dit simplement qu'on est une république indivisible et laïque. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Voilà, ça aurait été un petit peu gros, ça aurait été vraiment fonder la République sur l'IVG. Donc ça aurait été vraiment, vraiment gros, mais des universitaires progressistes promeuvaient ça depuis des années. Ensuite, ça devait être dans l'article 66 qui fait partie de la partie sur la justice, sur l'autorité judiciaire. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas de rapport. Et des parlementaires voulaient le mettre là et avaient voté une proposition de loi pour le mettre là, parce que juste à l'alinéa précédent, il y a le « nul ne peut être condamné à mort ». Donc voilà, c'était pour faire le lien entre deux principes qu'ils voulaient absolus. Mais bon, l'IVG n'avait quand même rien à faire là, parce que quoi qu'on pense de ce qu'est l'IVG, ça n'a rien à voir avec une quelconque procédure judiciaire. J'aurais dû vous poser... C'est pas parce qu'il est difficile de faire rentrer un droit comme le droit d'accès à l'IVG en France dans une constitution déjà préétablie que la constitution n'est pas apte à accueillir ce genre de droit, ce genre de loi, loin de là même. Hein. Également la question suivante, mais je vais la poser en fait également à Blanche Treb, c'est pas une colle j'imagine, mais c'est vrai que alors quand on n'est pas juriste comme vous, Nicolas Bauer, on se pose la question, mais pourquoi on a l'impression qu'il y a une instance, je ne sais pas laquelle, comme s'il était obligé, il se sentait obligé, notre gouvernement et notre président, de placer cette recommandation dans la Constitution. C'est quand même un peu étrange quand on vous écoute, Blanche Treb. Qu'est-ce qu'il y a des... Ils vont en parler très brièvement. Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de le placer dans la Constitution, c'est pour garantir du coup que ce droit soit inaliénable, quels que soient les différents présidents ou présidentes de République qui pourraient suivre en France. On sait bien évidemment que, et on le voit d'ailleurs avec l'état dans lequel on vit actuellement, qu'il est tout à fait possible de faire voter des lois qui ne soient pas nécessairement en lien avec la Constitution. Il est possible de faire passer en 49.3 des lois qui ne relèvent pourtant pas de lois relatives à l'économie pour pouvoir faire passer des programmes politiques. Donc on sait qu'il y aurait quand même des solutions pour contourner ça. Simplement, le fait de le mettre dans la Constitution, ça permet d'une part de nous rassurer, et puis surtout, c'est consécutif à quelque chose dont on avait déjà dit que ça arriverait un jour aux États-Unis. Tout le monde disait, c'est de la théorie du complot, ça n'arrivera jamais. C'est le fait qu'en fait, l'IVG, on peut nous l'interdire un jour. On peut l'interdire aux femmes. Et quand c'est dans la Constitution, c'est plus difficile de l'interdire aux femmes, parce que du coup, il faut modifier la Constitution. Et donc, il ne suffit pas simplement d'une décision de l'Assemblée nationale. Et donc, oui, bien sûr qu'il faut protéger l'IVG dans la Constitution. Et d'ailleurs, l'IVG, ça y est entré dans la Constitution et c'est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire que les femmes auront toujours un accès facile et libre à l'IVG. On va d'ailleurs en reparler dans cette émission parce que ce n'est pas du tout le cas, contrairement à ce que les invités annoncent. Mais ça veut au moins dire qu'on met un petit peu au chaud un droit dont il va être un petit peu plus difficile de détricoter l'accès aux femmes dans le pays. C'est une excellente chose. Donc, vous allez entendre... Derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou est-ce que je suis complètement parano aujourd'hui ? Non, je crois qu'il y a des gesticulations politiciennes derrière ce sujet, qu'il y a des enjeux, Il y a d'autres choses qui sont quand même prioritaires. Non seulement il y a beaucoup d'autres priorités, mais effectivement la place est difficile à trouver. Mais en fait... Donc en fait, non, il n'y a pas d'autres priorités. Non seulement il n'y a pas d'autres priorités que de s'assurer de nos libertés fondamentales, mais en plus de ça, pour un gouvernement qui a déclaré que les deux quinquennats successifs seraient le quinquennat des droits des femmes, il va bien falloir à un moment donné qu'ils se démarquent d'une certaine façon et qu'ils montrent un petit peu leur engagement. Parce que la dernière politicienne à réellement avoir œuvré pour les droits des femmes et avoir proposé beaucoup de choses, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Ça commence à dater. On est sous Hollande. En plus de ça, c'était sous Manuel Valls. Donc, si vous voulez, ça ne nous laisse pas des très bons souvenirs, nous, à gauche. Mais au moins, elle a été là. Elle a créé le 3919. Elle a ouvert des places d'hébergement d'urgence absolument partout. Enfin, elle a fait énormément de choses, du coup, pour le droit des femmes. Et puis, alors, depuis... Qu'est-ce qu'on a eu en fait en droit français qui est allé qui pourrait être considéré comme un avancée pour les droits des femmes. Donc là, il y a une constitutionnalisation du coup de l'IVG
C'est en cohérence avec le discours tenu par Emmanuel Macron qui disait que ce serait le quinquennat des femmes. Lui qui par ailleurs n'est jamais intervenu sur aucun autre domaine. Il n'y a pas plus de place en hébergement d'urgence. Il y a beaucoup d'associations féministes, des maisons des femmes en particulier qui ont vu leurs subventions diminuer. Vous avez des associations féministes actuellement qui sont attaquées, qui perdent leurs subventions, enfin qui sont menacées de perdre leurs subventions parce qu'elles n'auraient pas dénoncé avec assez de ferveur. Je reprends les propos d'Aurore Berger, le massacre du 7 octobre. Donc elles se sont trop positionnées d'après Aurore Berger en faveur de la défense des victimes du côté gazaoui. Donc en fait, les droits des femmes ils sont attaqués en permanence de partout, y compris par ce gouvernement-là. Enfin, on a une mesure qui est en cohérence avec les annonces qui avaient été faites au début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'y voir une sorte de théorie du complot ou, je sais pas, une incidence de force un petit peu, vous voyez, le discours un peu complotiste, quoi, de force qui voudrait, je sais pas, faire passer un agenda progressiste en France. L'Élysée l'a dit, la Fondation pour les femmes, sa présidente l'a dit aussi, c'est symbolique. C'est inscrire l'avortement dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est un combat de symbole et donc quelque part idéologique. Donc c'est un petit peu ça qui ressort. Donc déjà, il y a un glissement de sens. Donc le fait que ce soit un symbole unique, déjà moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas uniquement un symbole. Mais ensuite, le fait que ce soit un symbole ne veut pas dire que c'est idéologique. Attention, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas dire c'est un agenda idéologique et prendre comme exemple, regardez, on a fait rentrer une loi dans la Constitution française, une sorte de décret dans la Constitution française, qui est un symbole. Ça n'a rien à voir. Un symbole, ça a un sens. C'est pas par idéologie qu'on a fait rentrer Manoukian au Panthéon. C'est pas que par idéologie. C'est aussi parce que la France, elle a un passé avec les étrangers qui se sont battus pour le pays qui est un petit peu complexe. C'est un symbole. Et derrière ce symbole, ce qu'on pense, on en discute un petit peu entre nous, là à gauche, c'est que Emmanuel Macron, il essaye de faire un peu amende honorable de pas mal de choses. Il y a beaucoup de discussions autour des harkis qui existent au niveau politique français. D'ailleurs, tous les présidents français se sont excusés pour le traitement réservé aux harkis. Et nous, ce qu'on pense, c'est que derrière le fait d'avoir mis Manoukian au Panthéon, c'est qu'en fait c'est un peu un symbole pour Macron pour dire bon bah voilà, maintenant un peu tout est pardonné quoi pour les harkis, pour toutes les communautés étrangères qui sont battues en France, etc. C'est pas une idéologie, c'est un symbole. C'est un symbole qui a aussi pour viser qu'on lui foute un peu la paix. Et donc ce symbole, le fait de constitutionnaliser l'IVG, c'est pas une question idéologique. Emmanuel Macron n'est pas un féministe, d'accord ? Il n'est pas poussé par une idéologie féministe, Emmanuel Macron. Mais peut-être qu'il a besoin de ce genre de symbole pour pouvoir dire dans 2 ans, quand il y aura les premières campagnes présidentielles à Renaissance, pour pouvoir dire, regardez, nous, on a fait constitutionnaliser l'IVG. C'est bien la preuve qu'on est là pour défendre les droits des femmes. Grande différence, symbolique et idéologique, ça n'a rien à voir. J'ai du mal à comprendre qu'on la laisse là-dessus sans la contredire en disant non, un symbole n'est pas nécessairement la suite d'une idéologie. Donc effectivement, ça n'a pas sa place. En tout cas, ça ne changera rien à la manière dont aujourd'hui les femmes ont accès et ont recours à l'avortement. Ça ne changera rien. Donc c'est symbolique. Alors si. Ça va changer parce qu'il est tout à fait possible désormais, si par exemple une femme n'a pas eu accès à l'avortement parce qu'on en parlera tout à l'heure, on donnera les raisons tout à l'heure, je ne vais pas aller trop vite, qu'elle puisse se saisir éventuellement d'un juge pour dire la Constitution garantit mon accès à l'IVG. Et l'État ne m'a pas assuré cet accès. L'État n'a pas assuré que j'avais accès à des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution. Et donc ça va lui permettre de se retourner. Donc si, bien sûr que ça va changer des choses. Et puis vous mentionnez la question de l'impact, mais effectivement, ça ne change rien, mais ça apporte par contre des grandes menaces. Et là, des grandes menaces un peu pour tout le monde, des menaces, et je pense qu'on en parlera au cours de cette émission, mais autour de la liberté d'expression, des menaces autour de la liberté de conscience, et puis des menaces sur la prévention de l'avortement, qui là, pour le coup... Alors, plusieurs choses. Donc, on reviendra là-dessus. Menace sur la liberté d'expression. À quoi elle fait référence ? Elle fait bien sûr référence au délit d'entrave à l'IVG, qui leur fait très peur, surtout qu'elle est à la tête d'une association qui reçoit des témoignages qui encouragent les femmes à ne pas avorter. C'est du délit d'entrave. La liberté d'expression est encadrée en France. Heureusement, elle est encadrée dans quasiment tous les pays du monde qui assurent une liberté à leurs citoyens et à leurs citoyennes. Elle est encadrée parce que la liberté d'expression ne permet pas de tenir des propos qui heurtent, ne permet pas de menacer, ne permet pas d'agresser, etc. Heureusement. Une liberté d'expression ne veut pas dire qu'on est libre d'exprimer tout ce qui nous passe par la tête. La liberté d'expression est encadrée en France. Vous n'avez pas le droit de tenir de propos discriminants à l'encontre d'une communauté. Si vous dites les immigrés sont responsables de la criminalité, vous êtes passible soit d'incitation à la haine en fonction de comment ça pourrait être caractérisé, soit de propos caractérisés comme étant de la diffamation raciste. C'est encadré, parce qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas s'en prendre aux gens n'importe comment. En ce qui concerne la liberté de conscience, ce à quoi elle fait référence, c'est aux médecins qui refuseraient de pratiquer l'IVG ou d'orienter leurs patients, ou leurs patientes en l'occurrence évidemment, vers un avortement. Et donc, ce qu'elle sous-entend là, c'est que du coup, cette liberté de conscience serait menacée. Mais en réalité, quand on y pense, ça n'est pas le rôle d'un médecin d'appliquer pour le coup son idéologie religieuse.
Le rôle d'un médecin, c'est de s'assurer évidemment de la santé d'un patient en accord avec son consentement, à condition qu'il soit libre et éclairé. Et si le consentement d'une femme qui souhaite avorter est libre et éclairé, un médecin n'a pas à s'opposer au fait qu'elle veut pratiquer un IVG. Et donc pour moi, ces propos sont irrecevables. Complètement irrecevable. C'est irrecevable de dire il y a une crainte pour la liberté de conscience. Il n'y a pas de liberté de conscience quand il s'agit pour des femmes de prendre des décisions qui ne les concernent qu'elles. Conscience. Et puis des menaces sur la prévention de l'avortement, qui là pour le coup. Menace sur la prévention de l'avortement. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on pourrait la rejoindre sur un point. Effectivement, si tous les mecs portaient des préservatifs, il n'y aurait pas besoin d'un avortement. Parce que n'oubliez pas une chose, les hommes, c'est que les hommes qui sont contre l'avortement, vous n'avez pas intérêt à être contre la capote. Vous n'avez pas intérêt à sortir de chez vous sans une ou deux capotes dans votre porte-monnaie, au cas où ça arrive. J'espère que ça, vous l'avez en tête. J'espère que vous n'êtes pas là en disant non, la capote, ça fait débander, je sens moins bien, machin. D'accord ? Parce qu'il y a toujours derrière un IVG un mec qui a refusé de mettre un contraceptif. Elle n'est pas sûre à 100%, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le préservatif est quand même sûr à 99%. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, quand on est la représentante, la porte-parole d'une association religieuse catholique, je trouve qu'on est très mal placé pour parler de tout ce qui pourrait provoquer une grossesse non désirée. Parce que, punaise, le pape, avec la capote, ils sont toujours pas tout à fait au clair. Bien sûr, après l'épidémie de sida, une dizaine d'années après, il s'est enfin déclaré pour le port de préservatif. Mais on sait très bien ce qu'il en est dans ces familles-là. Étant donné que le rapport sexuel est directement relié à un statut de couple, même à un statut marital, ils voient pas vraiment l'intérêt. Vous voyez, d'éduquer à la sexualité à leurs enfants en leur disant dès l'âge de 13-14 ans, il faut avoir des préservatifs. Dire à leurs gamins, tu as un préservatif. Et si un jour tu as un rapport sexuel avec une femme, c'est avec préservatif, c'est avec son consentement, c'est en t'assurant qu'il y a un désir équilibré, etc. Donc c'est bien beau d'arriver et de dire oui, il faudrait quand même s'occuper des causes qui mènent à l'avortement. Ouais, mais vous êtes littéralement le problème par rapport à ça. Les communautés chrétiennes qui sont encore assez frileuses à l'encontre du port de préservatif, vous êtes le problème. Donc ne venez pas nous faire des grandes leçons comme ça sur une radio Notre-Dame. Devrait être une réelle priorité pour notre gouvernement pour être vraiment au service des femmes. Oui. Alors, ce qui est déjà, je rebondis sur le côté symbolique parce qu'on a l'impression que Nicolas Bauer, vous voyez, il se dispute sur les termes. Donc là, c'est finalement la liberté. C'est pour ça que j'ai commencé mon intro là-dessus parce que je pressentais qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu ça, de complètement symbolique dans cette histoire. Donc ça change rien, mais de toute façon, les unes sont pas contentes parce qu'elles voulaient qu'il y ait le mot IVG dans le titre. Les autres, liberté garantie, c'est un peu faiblard, disent les autres. Enfin bon, bref. Là, on est dans le symbole complètement. On est même dans le ressenti, dans l'émotion. C'est presque ça, non ? Dans les mots. Pas complètement quand même. Complètement. Redressez un peu la barre, s'il vous plaît. Pour le moment, l'IVG est considéré comme un acte médical comme un autre. Donc voilà, comme une opération des dents de sagesse, n'importe quel acte médical. C'est pas parce que l'IVG est considéré est considéré comme un acte médical comme un autre que c'est de très bonne loi de comparer ça avec une extraction de dents de sagesse. Mais cela l'érigerait en liberté fondamentale dans la Constitution et cela rendrait le juge constitutionnel compétent pour équilibrer une nouvelle liberté fondamentale avec d'autres libertés fondamentales. Et donc Blanche citait la liberté d'expression. Je vous citais aussi, je crois, la liberté de conscience, et qui fonde l'objection de conscience des professionnels de santé. Pour le moment, on a une liberté de conscience fondamentale qui s'applique à un acte médical, qui n'est pas l'objet encore d'une liberté. Non, en fait, ce qui est fondamental, c'est pas d'avoir une liberté de conscience. Ce qui est fondamental, c'est de s'assurer que les femmes qui veulent pratiquer un avortement puissent se pratiquer de la façon la plus safe possible, parce que c'est l'une des grandes causes de mortalité des femmes dans le monde. C'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est pas votre petit droit à empêcher une femme d'avorter. Ce qui est fondamental, c'est de s'assurer que toutes les femmes qui souhaitent avorter puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Si cet acte médical devient l'objet d'une liberté, on a deux libertés à égalité. Et donc, du coup, il va falloir mettre en balance ces deux libertés, comme pour toutes les libertés fondamentales. Et cet examen, cette mise en balance, c'est le juge qui le fait, c'est le juge constitutionnel. Et puisque l'IVG devient une liberté fondamentale, ça ira forcément vers une plus grande restriction de l'objection de conscience. Oui, parce que le droit, en fait, si j'ai bien compris ce que vous nous racontez, c'est que le droit à l'IVG, c'est comme si je disais le droit à porter une jupe, un pantalon, le droit à marcher librement dans la rue. C'est un droit comme. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est que le simple mot droit à, ça impliquerait que finalement tout le monde peut le faire de façon plus du tout médicale, mais complètement. C'est ça que vous voulez dire. Oui, de c'est façon protégé. délibérée, quoi. Ça a une plus grande protection juridique. C'est un symbole ou il y a une plus grande protection juridique ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, parce que c'est vrai que l'impact dont nous parlons aujourd'hui ensemble, certains prétendent que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme les majorités changent, les majorités veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser l'IVG, limiter les droits d'accès, réduire le délai dans lequel... En fait, à ce moment-là, c'est la porte ouverte. C'est vraiment la boîte de Pandore qui s'ouvre grand. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans 10-15 ans, quoi ? Si, effectivement, est-ce qu'il y a un véritable impact à la présence de cette proposition dans la Constitution ?
Alors effectivement, il y a Quel est le l'impact vrai sur, impact, en il y a fait l'impact sur les libertés des autres. Après, sur la manière dont les femmes vont pratiquer l'avortement, comme disait Blanche, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, puisque l'avortement est très accessible. Il y en a Déjà. 230 000 Donc, par an. Oui, en fait, on a le plus fort taux d'avortement actuellement, 234 000 par Europe. an. Donc, Donc, faut qu'on débunk. Ça, c'est complètement faux. D'accord ? Cette information qu'elle donne est parfaitement fausse. Non, la France n'a pas le plus haut taux d'IVG par an, loin de là même. Les pays qui ont le plus haut taux d'IVG, en l'occurrence, c'est l'Angleterre et le Pays de Galles et la Suède, d'accord ? Qui représentent entre 2,2 ou 2,1% du nombre d'avortements pratiqués dans le monde. C'est complètement faux. Ensuite, prétendre que l'accès à l'IVG en France est facile est complètement faux aussi. On en avait déjà parlé plusieurs fois. En l'occurrence, ça n'est pas vrai. Les Françaises ont toujours des difficultés pour accéder à ce droit. C'est quoi ces difficultés ? C'est la difficulté d'accéder à des maternités, c'est des centres pour l'IVG qui sont fermés de plus en plus. C'est la nécessité de devoir faire des déplacements parfois de centaines de kilomètres et de passer d'un département à un autre pour pouvoir avorter parce que les services publics n'assurent plus ce rôle-là dans certains départements. Donc en fait, non. C'est complètement faux de dire d'une part que c'est toujours aussi facile d'accéder à l'IVG en France et affirmer qu'on a le plus haut taux d'IVG dans le monde, et vous voyez bien que c'est faux. Donc ça, c'est de la désinformation. Et ça, c'est moche. C'est moche parce que ils ont le droit de militer pour ce qu'ils veulent. Hein. Quoique non, ça, ils n'ont pas le droit. Là, pour le coup, il y a du délit d'entrave. Quand tu donnes des informations comme ça et que tu milites pour que des femmes n'accèdent pas à l'IVG, ils n'ont probablement pas le droit. Mais en fait, tu peux pas, et ça m'agace les personnes qui font ça. Et j'essaye de mettre là à ne pas le faire. Tu peux pas inventer des faits qui n'existent pas, en fait. Tu peux pas inventer des données qui sont fausses. Tu peux pas faire ça. Donc, elle a le droit de dire, en tant que mère de famille, que femme, j'en sais rien, que militante, que ce qu'elle veut, je suis choquée du fait qu'il y ait 234 000 avortements en France. Elle a le droit de le dire. On aurait envie de lui répondre en quoi ça vous regarde. C'est pas vous qui avez avorté. En quoi ça vous regarde. Mais elle aurait le droit de le dire. Mais dire, du coup, on a le plus haut taux d'IVG dans le monde quand c'est objectivement faux, ça ne me va pas du tout, du tout. en fait, on voit bien que ce n'est pas une réalité, cette question d'une menace sur l'avortement aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité. C'est un fantasme qui est un peu agité justement. Mais elle a pas dur ce fantasme, hein, parce qu'elle oui, bien c'est vrai que ça vient aussi de ce qui. Le fantasme a la dent dure parce que le fantasme se base sur des situations concrètes et réelles. Hein. Donc voilà, c'est incroyable parce que on a vraiment l'impression que à chaque fois qu'on traite de ce genre de désinformation, les gens vont dire ouais non mais vous les gauchistes, vous êtes dans l'idéologie, nous on vit dans le réel. Bah non en fait, hein, c'est vous qui vivez dans l'idéologie et nous qui vivons dans le réel. Pour le coup non, hein, c'est pas si simple que ça d'accéder à l'IVG en France, loin de là. C'est joué aux États-Unis, qui a été rapporté ici, mais qui n'a absolument rien à voir. Nous, on a un accès à l'avortement qui est quand même de plus en plus facilité, quand même, dans notre pays. Au contraire, hein, c'est de plus en plus menacé. Hein, c'est tout l'inverse, c'est de plus en plus difficile d'avorter en France. La loi évolue. Aujourd'hui, on est sur un cadre qui permet un remboursement à 100%. Il n'y a plus de délai de réflexion. Il n'y a pas besoin d'accord parental pour les parents. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter. Ouais, vous avez bien entendu. Je ne sais pas si vous êtes choqués comme moi. Mais vous avez bien entendu. Pas besoin d'un accord parental. Bien. Là, elle est en train, du coup, de faire référence à des mineurs qui tombent enceintes. D'accord, hein, des femmes de moins de 18 ans. 13, 14, 15, 16, 17 ans. Et elle est en train d'expliquer que c'est un problème qu'elle puisse avorter sans l'accord des parents. Elle est en train d'expliquer que dans des familles... Prenons le cas le plus compliqué. Famille rigoriste, religieuse. Vraiment rigoriste. Quelle que soit la religion monothéiste. Vous choisissez n'importe laquelle parmi les trois. Chez qui on vous a appris que le sexe est sacré, que ça doit être lié au fait d'aimer très fort quelqu'un, etc. Tombe enceinte. Donc ça veut dire que si elle l'annonce à ses parents, elle doit annoncer à ses parents qu'elle a eu un rapport sexuel. Ce qui n'est pas forcément évident. Le rapport sexuel n'a peut-être pas été consenti. Parce qu'on sait qu'il y a une augmentation, une explosion des viols dans les collèges et les lycées en France. Et donc pour elle, c'est un problème que la décision revienne aux parents. Qu'une mineure, mettons de 14 ans, tombe enceinte, que sa vie soit foutue parce qu'elle soit obligée du coup de s'occuper d'une vie à l'âge de 14 ans alors qu'elle n'a toujours pas passé le brevet, pour elle c'est un problème que les parents soient inclus dans l'équation. Bien. Parce que vraiment, quelque chose qui pose vraiment question. Depuis combien de temps c'est tout récent, me semble-t-il. Oui, puis ça a été modifié encore là en 2021-2022. Sans parler du délai. Parler du délai qui effectivement a disparu et puis le délai pour avoir recours qui est passé de 12. Le délai, vous savez peut-être pas ce que c'est les mecs parce que nous on n'est pas trop concernés par ces questions directement, mais grosso modo pendant très longtemps en France, quand une femme voulait avorter,
et qu'elle allait dans un centre, elle avait un délai légal à respecter avant de subir l'avortement, de réaliser l'avortement. Et donc, voilà, je ne connais pas du tout la durée de ce délai-là, mais on leur disait, vous revenez dans tant de temps, et si vous n'avez pas changé d'opinion, dans ce cas-là, ok, on pourra pratiquer l'avortement. Et c'est une très bonne chose que ce délai ait disparu, bien sûr. À 14 semaines. En tout cas, la réalité de l'avortement aujourd'hui, c'est pas son accès, c'est ce que vivent les femmes, et ça, c'est pas abordé, en fait. Et nous, à Alliance Vita, on est... Donc si vous êtes réellement intéressé sur ce que vivent les femmes quand une grossesse n'est pas désirée, il faut que vous lisiez l'événement d'Annie Ernaux. Entre autres, vous pouvez lire tellement de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les violences sexuelles, sur tout ce que vous voulez, quoi. Moi, je vous recommande de lire ce que c'est qu'un avortement qui n'est pas désiré. Une grossesse, pardon, qui n'est pas désirée. Dans un pays dans lequel on ne peut pas avorter. Lisez l'événement. Si vraiment vous vous intéressez à ce que vivent les femmes. Écoute les femmes depuis 25 ans, puisque nous avons un service d'écoute. Donc nous sommes vraiment au contact concret de la réalité. Une réalité qui finalement n'est absolument pas évoquée par les personnes qui sont dans cette promotion du tout IVG ou cette promotion du... Nous ne sommes pas dans une promotion du tout IVG. Et figurez-vous que je vais vous dire un truc qui va probablement vous choquer. Je suis pas pour l'IVG, moi. Je suis pas pour l'IVG, ça veut rien dire. Pour l'IVG, je suis pas contre l'IVG non plus. Ça veut rien dire. Je suis pas pour un avortement. C'est un acte médical. Je suis pas pour ce genre de choses. Je suis pas contre ce genre de choses non plus. Ça n'a pas de sens. Je suis pour une liberté totale en fait des femmes d'y accéder facilement et librement si elles en sentent le besoin. C'est tout. Vous voyez, il y a une sorte de dérive là-dedans. Genre, oui, eux, ils sont pour avorter des enfants, mais ça n'a pas de sens. On est pour le fait que des femmes aient la liberté de le faire. Ou de ne pas le faire si elles ne veulent pas le faire. Et que si elles prennent la décision de le faire, qu'elles puissent le faire le plus rapidement possible, le plus facilement possible, sans avoir à débourser d'argent, parce que ça coûte à peu près 500 € un IVG à peu près, quand il est chirurgical. Voilà ce qu'on dit. C'est pas pour. Ils sont pour interrompre le développement d'un embryon ou d'un fœtus. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ça n'a pas de sens de dire ça. C'est de la caricature. Par contre, on est pour la liberté des femmes de disposer exactement comme elles l'entendent de leur corps, sans que des hommes de 80 ans au Sénat, comme aux États-Unis, décident pour elles de ce qu'elles sont censées faire. De mettre l'avortement dans la Constitution. Cette réalité, elle mérite vraiment d'être dite et d'être entendue, je pense. C'est que d'abord, toutes les femmes n'ont pas recours à l'avortement librement ou par choix. Il y a énormément de pressions aujourd'hui qui sont sur les femmes, et nous le voyons très concrètement dans les témoignages, dans les cris du cœur qui sont déversés par chat, par téléphone, par mail. Vous allez voir, c'est là qu'on a perdu. C'est là que malheureusement on a perdu. On va pas être en désaccord, surtout parce que je vais être assez d'accord avec ce qu'elle va commencer à dire. Alors rassurez-vous, je serai pas du tout d'accord sur comment elle le comprend, comment elle l'englobe. Mais ce qu'elle va dire là, quand elle va parler des contraintes, quelles sont les contraintes que les femmes subissent, qui pourraient en pousser certaines à ne pas garder un enfant? Écoutez, parce que là, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Dans nos services d'écoute, les femmes ont des pressions, par exemple, économiques. La première, c'est laquelle? Est-ce qu'on chiffre? Il y en a plusieurs. Chiffrer, non, parce qu'en fait, il n'y a pas réellement d'études qui sont faites. Et ça, c'est grave. Le gouvernement... Bref, donc, elle parle de pression économique. Oui, effectivement, je suis d'accord. La pression économique peut être un frein à la volonté d'avoir un enfant. Effectivement, vous êtes un couple, vous avez un SMIC et demi pour deux. Vous vivez dans une ville, donc... Bon voilà, avec tout ce que vous pourriez imaginer de coût de la vie. Le couple est sous contraceptif, n'avait pas prévu d'avoir d'enfant, la contraception n'est pas sûre à 100%, il y a entre guillemets un accident, et il y a une grossesse. Effectivement, ça peut être l'un des arguments utilisés par le couple pour dire, en fait, on n'a pas les conditions matérielles suffisantes pour pouvoir élever un enfant, faire en sorte qu'il ne manque de rien, matériellement, peut-être émotionnellement, et donc, on va choisir de ne pas avoir d'enfant. Et c'est, à mon avis, une réaction extrêmement mature. Extrêmement mature. Difficile à prendre, surtout si le couple pensait un jour avoir des enfants. Ça arrive, ça peut être enthousiasmant, mais la réalité fait que... Et donc, comment on fait pour lutter contre ça? On ne travaille pas sur le fait d'empêcher les femmes d'avorter ou de leur poser des questions. On milite pour des meilleures conditions matérielles d'existence. Et donc, on vote à gauche. Je suis désolé, hein. Non, mais je suis vraiment désolé de revenir tout le temps à ça, mais bon... Allez, on continue. Devrait se pencher là-dessus. En tout cas, nous avons des milliers de témoignages qui nous permettent de nous rendre compte que la précarité est une raison, par exemple. Évoquée. Et oui, et même les chiffres de l'adresse le confirment, puisque aujourd'hui, on sait que les femmes les plus pauvres ont plus recours à l'avortement. Donc aujourd'hui, l'avortement, c'est un marqueur d'inégalité sociale. C'est pas un marqueur d'inégalité sociale, ça pourrait être la conséquence éventuellement des inégalités sociales, mais c'est pas un marqueur.
On va pas demander combien il y a eu d'IVG chez les femmes, mais on va dire, du coup, elle est pauvre. C'est pas le marqueur de l'inégalité sociale. C'est une des conséquences de l'inégalité sociale, effectivement. Et de la même façon qu'on lit un petit peu partout que les Français sont de moins en moins en ménage, qu'il y a de plus en plus de célibataires, qu'il y a de moins en moins de rapports sexuels. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez 22 ans, que vous faites des études, vous vivez encore chez vos parents. Hein. Sauf si vos parents ont l'opportunité, effectivement, de vous payer un appart en ville. Mais bon, voilà, c'est quand même rarissime. Ouais, effectivement. C'est des choses qui sont plus compliquées parce qu'on est moins indépendant, on est moins autonome rapidement dans notre vie. Et il est là, en fait, le problème. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, du coup, lutter. Pas contre l'accès à l'avortement ou contre la constitutionnalisation de l'avortement. Je crois que depuis que je dis constitutionnalisation, j'ai dû le dire 2 fois bien depuis le début de la vidéo. C'est gravissime. Pourquoi on met une énergie à mettre l'avortement dans la Constitution et pas à aider les femmes qui en auraient besoin pour garder leur enfant? Ça coûte de l'argent en plus. Alors pas aux personnes qui dans la précarité. Elle a vraiment demandé pourquoi une politique ultralibérale macroniste n'aide pas les gens à gagner plus d'argent. Vraiment. Qui le demande, parce que c'est remboursé. En revanche, ça coûte de l'argent. En tout cas, si on voulait vraiment parler de liberté de la femme, il y a aussi la liberté à garder son enfant quand on le voudrait, mais qu'on en est empêché par des raisons comme celle-ci. Il y a aussi la question de la... Ça par contre, je suis d'accord. Ça, c'est un crève-cœur. Un couple veut absolument avoir un enfant, c'est ce que je disais à l'instant. Ils rêvent d'avoir un enfant, mais c'est pas le bon moment, donc ils se protègent et puis il y a un accident. Et ils ont recours, je sais pas, à une interruption volontaire de grossesse. Elle a recours à une interruption volontaire de grossesse. Oui, ça peut être un petit peu déchirant. Mais si vous voulez, pour moi, ça aussi, c'est une forme de délit d'entrave de présenter ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est présenter ça comme si à chaque fois, c'était un déchirement. Mais enfin, je veux dire, ça peut aussi être vécu comme une libération par certaines femmes. Donc, on n'a pas à dire à la place des personnes qui ont pratiqué un IVG si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, si c'est facile, si c'est difficile, etc. Enfin, je veux dire, faisons quand même attention. Faisons preuve d'un tout petit peu de modestie et n'allons pas essayer de réduire du coup l'IVG à un truc dramatique, parce que ça, pour moi, c'est une forme de délit d'entrave. Vous voyez, c'est de dire oui, mais ça aura des conséquences psychologiques, oui, mais machin, oui, mais non, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? J'imagine que dans les commentaires de cette vidéo, s'il y a des personnes qui ont subi, des femmes qui ont subi un IVG et qui souhaitent en parler dans les commentaires, j'imagine qu'on va trouver tout type de raisons, qu'on va trouver tout type de façon de réagir par rapport à ça, que certaines ont été très soulagées de le pratiquer, que pour certaines ça a été difficile, que pour certaines ça a été comme une lettre à la poste. Enfin, je veux dire, attention quand même à ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de prétendre que du coup, les IVG, ce serait dramatique, problématique, systématiquement. Donc économique, génétique, mais la pression des conjoints. Oui, il y a des hommes qui disent c'est lui ou moi. Alors, s'il y a des hommes qui disent c'est lui ou moi, dans ce cas-là, il faut militer contre la violence masculine. Dans ce cas-là, il faut militer avec les causes progressistes pour faire diminuer les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Faire prendre conscience aux hommes où sont leurs comportements problématiques. Punaise, Safran. juste le temps de l'épisode, on fera des câlins après. La question des violences faites aux femmes, ça aussi c'est un sujet majeur sur lequel il faudrait plutôt mettre notre énergie. Ça par contre je ne supporte pas cet argument, parce que si tu veux parler de violences faites aux femmes, tu leur permets d'accéder à l'IVG de la façon la plus facile qu'il soit. Parce que c'est l'un des trucs les plus violents qui puisse arriver. Une grossesse non désirée, dans des conditions matérielles catastrophiques, avec une femme qui n'avait pas envie d'accueillir un enfant. Si tu ne milites pas pour qu'elle ait accès à l'IVG, j'ai du mal à entendre ton discours de oui mais les violences faites aux femmes, machin. Énergie. On sait, les chiffres le disent, que 40% des violences conjugales de l'homme sur la femme commencent avec la première grossesse. Alors, donc là, on a quelque chose parce que c'est faux. Grave. Donc en fait, non, 40% des violences conjugales ne commencent pas avec la grossesse. Elle fait une confusion, mais ce chiffre existe. 40% des violences conjugales empirent au moment de la grossesse. Ça, c'est une réalité. S'il y avait des violences conjugales avant une grossesse, quand il y a une grossesse, c'est un facteur, effectivement, qui pourrait provoquer une augmentation des violences. Par contre, 40% des violences conjugales ne commencent pas à la grossesse. Ou alors, je n'ai pas du tout la même source qu'elle. Et on a des chiffres là-dessus ou pas? Oui, 40%. Oui, c'est vraiment des chiffres qui sont là pour le coup officiels. Et puis, il y a aussi toute la pression dont on se rend moins compte, qui est la pression un peu, on va dire, de ce qu'on peut appeler des nouvelles normes ou des normes procréatives qui touchent notre pays. Par exemple, lorsqu'on est enceinte, il faut être pas trop jeune, pas trop vieille. Il faut avoir Elle dit un truc avec lequel je suis un peu d'accord, c'est qu'il y a effectivement des pressions normées, qui sont stéréotypées, qui sont assez sexistes sur l'âge des femmes, qui ne devraient pas avoir d'enfants après tel âge, qui devraient en avoir un le plus rapidement possible. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. En revanche, sous-entendre qu'il y a un truc gouvernemental pour pousser les femmes à subir des IVG, parce que c'est exactement ce qu'elle sous-entend. Enfin, je veux dire, on vient d'avoir un discours de Macron sur le réarmement démographique. Enfin, je veux dire, il va falloir revenir aussi à la réalité des choses. Telle stabilité, tel contexte, si bien qu'il y a des grossesses qui viennent se questionner
pour des raisons qui sont en fait liées à un contexte plus global, à une pression peut-être plus, je vais dire, sournoise ou plus inconsciente. Et donc tout... De toute façon, c'est jamais le bon moment. Hein. Parce que c'est jamais le bon moment en fait. Soit on Oui. est trop jeune, soit on est trop vieille, soit on est trop pauvre, soit on est trop riche, soit on est trop ceci, trop cela. Non, quand on est trop riche, c'est pas un argument. Ah, je suis tellement riche. N'ayons pas d'enfants, nous sommes trop riches. Nous allons quand même pas. On n'est pas dans un système communiste, on va quand même pas dépenser notre fortune pour notre enfant. Non, n'a jamais dit personne sur Terre. Oui, c'est jamais le vrai. bon moment finalement. Oui, c'est vrai. Et ce regard extérieur peut être difficile à accueillir pour une femme qui est confrontée à une grossesse inattendue. Or, il y a un vrai besoin de regarder ce qui se vit vraiment aujourd'hui dans l'avortement. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup de droits. La réalité que vivent les femmes, en fait, elle est tout autre. Elle est plutôt ce que je viens de vous partager. Ouais. Nicolas Bauer, évidemment, le juriste que vous êtes, mais qui a un cœur quand même, qui bat derrière cette cape, si je puis dire, de juriste. On a l'impression qu'ils sont un peu perchés. C'est toujours le reproche qui est fait à nos têtes pensantes, si je puis dire, et gouvernantes. Mais est-ce que c'est le cas ou pas côté tout ce qui est question? Alors là, je relie évidemment à la question de l'IVG, la question de la fin de vie, parce qu'on sait qu'il y a aussi là des choses qui ne vont pas tout à fait à l'endroit. En tout cas, certainement, l'un et l'autre, avez-vous aussi un avis à émettre là-dessus? Mais sont-ils un peu... Ça, c'est un pur discours chrétien, catholique. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu familier avec les croyances catholiques, mais il y a une sorte de glorification du calvaire dans la religion catholique. Ce qu'on appelle le calvaire, c'est Jésus qui porte sa croix, qui souffre, et il y a un truc dans la souffrance. Un truc qui est assez prédominant du coup dans le discours catholique, qui est de dire, chrétien même, qui est de dire, ouais, mais en fait, heureux sont ceux qui souffrent, vous voyez, ceux qui subissent le calvaire, ils vont être reconnus au paradis. Et donc, si vous voulez, moi, il y a un truc qui me va pas du tout parce que j'ai l'impression d'entendre ça par rapport à la fin de vie. Vous avez une personne dont on sait qui est atteinte d'une maladie incurable et que ça va aller en se dégradant. Vous comprenez l'idée. Qui commence à perdre ses facultés mentales et qui, de son plein gré, quand il avait toutes ses facultés mentales, avait laissé un courrier à sa famille pour dire « S'il vous plaît, ne me laissez pas me dégrader, aidez-moi à partir, ne me maintenez pas artificiellement. » C'est un discours assez catholique que de dire « Ouais, mais non, il faut endurer. Il faut en chier jusqu'au bout. Est-ce que c'est une question de calvaire, d'accord? Dieu va nous reconnaître parce qu'on a subi un calvaire. » Moi, je suis profondément gêné par cet argument. Peu perché. Effectivement, il y a un point commun entre les deux questions qui est qu'on veut faire de l'euthanasie et de l'avortement des droits abstraits, alors qu'en fait... Des droits abstraits. Pas l'euthanasie, le droit à la fin de vie, à mourir selon ses propres termes, pas l'euthanasie. Il n'y a pas question de se dire, bon, je viens de me faire quitter et en plus je me suis cogné l'orteil contre un coin de table, allez, je vais appeler un centre, il va me faire une piqûre et je vais partir dans la soirée. C'est pas du tout ce dont les personnes qui sont chargées de questionner les questions d'éthique dans la médecine sont en train de discuter en ce moment. Ben oui, mon safran. Des droits abstraits, des droits individuels, alors qu'en fait, ils relèvent d'une question sociale. Comme disait Blanche, il y a des causes sociales, il y a un contexte social, il y a aussi des conséquences sociales à ces actes. Des conséquences sociales, c'est lesquelles d'ailleurs? Pour l'avortement, il y a la démographie, par exemple, et pour l'euthanasie, il y a la vision de la mort. Non, mais voilà, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, vous devriez vous sacrifier pour la démographie, quoi. La démographie française, elle est en constante augmentation. Mort qu'on va adopter dans la société, qui n'est plus une mort qu'on va accompagner, mais qui est une mort qu'on veut maîtriser totalement, choisir, planifier. Et donc cette vision de la mort, mais personne ne te demande à toi, ni d'avorter parce que tu n'es pas concerné par l'avortement, ni de mettre un jour un terme à tes souffrances en avance. Personne ne te demande. Nous, ce qu'on demande, c'est de faire en sorte que ce droit existe pour que des personnes qui aient la volonté du coup d'utiliser ce droit en aient la possibilité. C'est juste ça ce qu'on demande. Ça concerne toute la société. La société du contrôle. Et ce qu'on veut, et par cette idée de droit à l'IVG, ce qu'on veut enlever, c'est cet aspect social. Et vous citiez la suppression du délai de réflexion. Ouais. Je trouve que c'est un bon exemple puisque même ce délai permettait d'exercer sa liberté. En fait, hein, c'est vrai ça. Et j'avais vu une étude britannique sur la question du délai de réflexion en Europe et qui disait qu'en fait, plus il y a un délai de réflexion et plus il est long, moins les femmes choisissent l'avortement. Cette étude, je l'ai lue, je vais la mettre dans la description de la vidéo. Cette étude, elle explique que plus le délai de réflexion est long et plus les femmes subissent de la pression et reviennent sur leur décision, non pas parce qu'elles changent d'avis, mais parce qu'elles subissent des pressions. Voilà, pour être tout à fait franc sur ce que dit cette étude. Et donc du coup, c'est quand même intéressant parce que c'est ce délai qui permet aussi de s'émanciper des pressions sociales qui sont souvent... C'est tout l'inverse. Eux, ils considèrent que la pression sociale pousse les femmes majoritairement à avorter. C'est dingue, hein. Vous vous rendez compte de la réalité dans laquelle vous êtes? Je suis désolé pour toutes les femmes qui ont 30 ans, qui n'ont pas d'enfants, qui subissent des remarques tous les week-ends par leur famille. Alors, quand est-ce que tu nous fais un bébé? Alors, quand est-ce que tu vas être maman? Alors, t'as toujours pas rencontré un homme, machin, machin? Je suis désolé, hein, vraiment, que vous deviez subir ce discours. Je sais que les femmes qui vous appellent sont souvent victimes de pression très... à court terme, en fait. Parfois, dans la journée même, un homme, leur compagnon, peut vraiment
les pousser à avorter, alors qu'en fait, quand il y a 3, 4 Oui, mais ça c'est honteux, je suis d'accord. Évidemment, c'est honteux, là-dessus on se rejoint. jours de réflexion, ça permet aussi de poser, De poser les choses. Qui va sa pouvoir, vie, en fait, quelqu'un pourra peut-être m'aider. Est-ce que j'ai un entourage? Est-ce que j'ai Ouais, finalement voir le contacter une verso, association, quoi, avancer une antenne plein pour d'écoute. que- Oui, voilà, puis donc prendre ça- aussi, et puis prendre aussi le temps, parce qu'il y a la question, bien sûr, c'est une vraie liberté de pouvoir réfléchir à un acte quand même qui est irréversible. Donc effectivement, Ouais. on retire une liberté en retirant ce temps. Et les femmes Parce que faire naître un enfant dans de mauvaises conditions quand on n'en a pas envie, c'est pas un acte irréversible aussi peut-être? ont droit à ce temps. Et On va pas aller au bout, hein. On va pas dépasser 45 minutes de vidéo, parce que c'est comme ça jusqu'à la fin. Vous voyez un petit peu l'idée qui ressort de cette émission, qui est finalement la démonstration même de la nécessité de constitutionnaliser l'IVG. C'est la démonstration même. Vous avez des personnes qui veulent empêcher les femmes d'accéder à l'avortement. surtout aussi pour accueillir aussi l'ambivalence qu'il peut y avoir en début de grossesse. Ce mélange, les sentiments, voilà, on a peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas le bon moment, voilà. Et tout ce temps-là, on a besoin de le prendre pour laisser retomber les émotions et pour effectivement, pour certaines d'entre elles, ne pas être acculées en fait à cet acte définitif qui peut. Je reçois l'info vraiment en direct, là, qui vient de Médiavenir. Bon, bref, c'est ce que c'est, mais bon, il y a quand même des brèves intéressantes. Flash, le pape François affirme que la théorie du genre est le pire danger de notre époque. Voilà pourquoi il faut retirer toute influence religieuse des décisions politiques. Peut être aussi source de souffrance. On parlait des conséquences au-delà de ça. Il y a aussi, et c'est pas souvent évoqué, mais c'est pourtant une vraie réalité. Et, tout à l'heure, je reprenais un livre d'une femme qui est militante pour la question de l'avortement et qui a elle-même vécu une histoire de l'IVG, ça s'appelle Avorter, où elle parle de manière très poignante dans son livre de ce qu'elle a vécu, de ce que ça a créé en elle de vivre cet événement. Oui, c'est un témoignage. Ça, je crois qu'il faut aussi pouvoir en parler. Et comment on va pouvoir continuer à en parler de manière sereine lorsque ce sera dans la Constitution, on parlait de la question de la liberté Institutionnalisé, Voilà, quoi, tout simplement. quelque chose qui est aussi puissant dans le droit. Est-ce qu'on peut encore le remettre un peu en question? Est-ce qu'on peut encore discuter, réfléchir? Je comprends pas. Vous n'arrêtez pas de dire que c'est symbolique et que ça va rien changer, et là vous paniquez en mode oui, mais maintenant que ça va être dans le droit, les femmes qui ne veulent pas avorter, on va les forcer à avorter. Attendez, redescendez sur terre. Hein. Évoquer les souffrances. Oui, il y a pas longtemps, nous avons fait un sondage IFOP qui nous disait quand même que 92% des Français considèrent que l'avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. 80... Mais en fait, on s'en fiche de ce que les Français pensent, de ce que l'IVG provoque comme traces psychologiques. On s'en fiche. Il faut demander aux femmes qui ont avorté. On s'en fiche de ce que les Français pensent. Je vous le dis, hein, je suis désolé pour vous, hein, les mecs qui allaient laisser votre commentaire là, dans les commentaires de la vidéo pour dire oui, quand même, l'IVG, on tue une vie. Alors non, on tue pas une vie, hein, puisque l'embryon ni le fœtus ni l'embryon n'est de statut juridique de personne. Donc il ne peut pas mourir, hein, puisqu'il n'est pas, hein, d'un point de vue purement juridique. Et parce qu'avant 4 mois, la neurulation n'est tellement pas développée qu'il n'y a pas de perception consciente. Et donc du coup, c'est une perception de vivant qui est aussi absurde que de considérer qu'un spermatozoïde est une vie en puissance. Je connais leur argument. Oui, mais à partir du moment où il y a fécondation, si on ne touche à rien, il y a une vie qui se développe. Bah oui, mais il va falloir se renseigner sur le consensus médical, le consensus juridique sur ces questions-là, hein, les amis. Hein. 12%. Ça, c'est un sujet qu'on peut pas Qu'on mettre soit sous le catho ou pas, tapis. parce qu'on Ah, mais ça n'a rien à relègue voir. souvent ça à des Ah ben non, mais ça, discours effectivement, catho, mais en ah fait, ben non, ça n'a rien à voir. Ce qui est vécu par les femmes n'a effectivement avec autre chose. Eh bien, je vous propose de respirer un petit coup avant de nous... Oui, bah nous aussi d'ailleurs. Alors, juste dernier truc, en fait, dans l'émission, ils expliquent qu'il n'y a jamais d'étude qui a été faite pour étudier les raisons qui poussent les femmes à accéder à l'IVG, parce que c'est parfaitement faux. Voilà. Si vous regardez l'émission, que vous entendez cet argument, sachez que c'est parfaitement faux. Voilà un article partagé par le Cairn qui, au contraire, est un article qui ne fait que ça. Les femmes ayant recours à l'IVG, diversité des profils de femmes et des modalités de prise en charge. Évidemment que ça a été étudié, les raisons pour lesquelles les femmes veulent accéder à l'avortement. Bon, c'est emmerdant. C'est vraiment emmerdant. C'est la définition même du délit d'entrave, quoi. Et c'est la preuve que le droit à l'IVG il est menacé. Il est menacé par là, en l'occurrence, une conscience religieuse. Et très sincèrement, je vais répéter ce que j'ai dit, on n'a pas de place pour les intégristes religieux en France, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de place pour ces discours-là en France, ça n'a pas de sens. Et cette émission de radio devrait être sanctionnée pour avoir tenu ses propos, comme CNews a été sanctionné récemment. Voilà, bon, 45 minutes c'est déjà pas mal, on va pas tout faire. Et puis je suis pas sûr que vous ayez envie de passer votre samedi avec moi pendant 2h30 sur YouTube. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, prenez soin de vous. On va revenir sur la dépêche du pape. Je vais tourner une vidéo dans la foulée, je la sortirai demain, sur la théorie du genre. Parce qu'il faut qu'on discute un petit peu de ce que c'est que la théorie du genre. Spoiler alerte, ça n'existe pas.
Allez, prenez soin de vous et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Ce sont les derniers jours de la cagnotte judiciaire d'ailleurs, hein, pour nous soutenir contre Pseudélique. On va avoir besoin de se rembourser là parce que les frais ont légèrement augmenté récemment, parce que notre avocat a beaucoup de travail, parce que Pseudélique lui donne beaucoup de travail en ce moment. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez pour nous aider à nous défendre. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre fidélité. Soyez bienveillants dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite. Salut.